Bonjour à tous, présentation du petit module de mesure de puissance VHF et UHF. Problème de focalisation. Voilà, donc le voici 50 par 50 mm, 5 cm par 5 cm. Donc il va essentiellement à la base, il a été conçu pour aller sur module VHF ici. Donc il est juste là, celui-là, c'est à la suite. Et sur module UHF, qui n'a toujours pas encore son module, ici. Donc c'est exactement les mêmes. Voilà, sauf que celui-là, je vais le dédier à faire un appareil de mesure externe pour des besoins de mesure d'antenne, voilà, de puissance, ainsi de suite. Donc c'est le même, sauf que bon, bah, la particularité, c'est qu'il y a des petites capas à rajouter là et là, qu'on voit là. Avec crayon, ça irait mieux. Je vais me rapprocher un peu. Pas évident. Hop, ça bouge. Donc ici et là, pour l'UHF, parce qu'il y a les pistes jouent un rôle et il faut compenser par des petits condensateurs pour avoir une impédance correcte entre les deux connecteurs SMA. En VHF, ça joue pas, quoi. En VHF, si on les met pas jusqu'à 300 mégas, c'est bon. Au-dessus, ça pose un problème. L'impédance se met à dégringoler, puis après remonter dans les fréquences plus hautes. Donc c'est pas bon. Donc le fait de rajouter ces petites capas, normalement là c'est des 8,2 j'ai mis, mais normalement j'ai déterminé des 6,8, ça devrait aller. Ça compense, quoi. Ça va, on peut monter beaucoup plus, jusqu'à 600 mégas, il n'y a pas de souci. Voilà, donc le réglage du signal en sortie réflexion, et puis signal direct ici, forward et reflected ici. Donc il est polyvalent, ça peut être pour ce qu'on va voir, pour faire pour être connecté sur un module Arduino par exemple, ou même tout simplement sur un vumette à aiguille. C'est ce qu'on va voir, on va faire des essais. Aiguille croisée tant qu'à faire. Comme ça on a la puissance directe, puissance réfléchie, puis la synthèse des deux. On peut même l'utiliser sur un système bar graph, tout bête, pas besoin d'Arduino. Donc un bar graph à diode LED pour la puissance directe, un autre pour la puissance réfléchie, et un autre pour le taux comment ça s'appelle, le TOS, ou ROS, comme vous voulez. Là, on passera par un ampli opérationnel qui récupérera les deux signaux, et puis qui fera la synthèse des deux. C'est tout qui fera la différence et qui donnera le ratio. Voilà. Donc on va procéder à des essais, voir ce que ça donne en UHF essentiellement, et en VHF, il n'y a pas de souci. Et c'est surtout le point faible, c'est l'UHF. Voilà, déjà on va faire mesure d'impédance entre les deux, voir ce qui se passe. C'est parti. Hop, donc là on va procéder à la mesure d'impédance du module. Mais avant, j'ai procédé à un calibrage du VNA avec les cordons. Donc là, c'est fréquence minimum. Sans les lunettes, ça fait quoi? 50 kHz à 900 MHz. Donc, comme on peut le constater, il y a des vagues, hein, c'est montagnes russes. Donc ça, c'est important de le savoir, de manière à ce que si on voit la même chose sur le module, qu'on ne s'inquiète pas, quoi. On sait que ça vient des raccordements. Donc maintenant, je vais raccorder l'appareil sans touche à quoi que ce soit à la place de cette jonction. On va voir ce qui se passe. Il n'y en a pas pour longtemps. Tic. Ouais. Normalement, enfin, il n'y a pas de sens. De toute façon, c'est pareil, c'est symétrique. On mange d'un côté comme de l'autre, normalement, c'est pareil. Et voilà ce qu'on obtient. Donc on retrouve nos montagnes russes. Mais déjà on peut s'apercevoir qu'on est vraiment en bas. Ce qui serait important, c'est de voir si si ici, là et là, on serait au-dessus. Là, ça poserait problème parce que ça voudrait dire que l'impédance du module n'est pas correcte. Mais là, comme on avait des montagnes russes sur le module, on peut considérer que ça fait partie des problèmes du coax et puis peut-être même de l'appareil. Oula, connecteur qui m'a serré.
Donc là, bon, bah, on est à 900 mégas. Donc là, on a 49, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est vrai qu'il y a pas mal de nos retours. Ça fait des différences pour focaliser. 49, on est pratiquement à 50 ohms, quoi. Donc on est pas mal à 900 mégas. Non, pardon. Trop beau. J'ai rien dit. 900 mégas. Voilà. Là, on est 61 ohms. Donc on descend à 59, 55, 51 ohms. Et on est à 828 MHz. Mais par contre, on peut voir qu'il y a une bosse. On est à SW, on a 1,2. Donc il y a un petit schmilblick quelque part. Nous, ce qui nous intéresse, de toute façon, c'est en dessous. On va pas aller au-dessus de 500 même. Hein. Voilà, par exemple, là, je suis en creux ici, on est à 675. Là, je suis à 49, 49 ohms. Voilà, SWR1. Bon, bah là, c'est pas mal, sauf que là, ça ne nous intéresse pas, absolument pas. Nous, il n'y a aucune fréquence sur lesquelles on peut aller. Après, ce qui peut nous intéresser, c'est 446. Là, je suis 441, 450, voilà. 47 ohms, ouais, là c'est un petit peu peut-être ça, ouais. Mais il y a le. C'est vrai qu'on a les montagnes russes qui faussent un peu. Donc normalement c'est bon. Après si on descend 432, 441, 47, 48, ouais c'est correct, on va dire. On va pas trop tenir compte des erreurs du coax. On peut considérer que c'est bien. Puis après, bah, si on descend, on se retrouve à 444 et là 49,3 avec un SWR de 1. Donc on est pas mal. Donc les petites capas, elles sont importantes. Et je suis en train de mettre les doigts dessus, voilà. Enfin bon, c'est normal que ça fausse tout. Si je mets sur la piste, oui, ça c'est normal. Sans ces capas, jusqu'à 300 mégas, j'étais bon. Et avec les capas, j'ai mis une capa de 5 picofarad. Donc ça augmentait ça corrigeait jusqu'à je sais plus combien, 400 mégas, mais c'est pas assez suffisant. Je suis passé à 8,2. Là, c'est ce qu'il y a actuellement. Est-ce que c'est quoi? Je sais pas. J'ai commandé des 6,8. Mais bon, si on regarde, là, par exemple, tiens, on va reprendre un truc qui nous intéresse. Est-ce qu'on a la même chose? Allez, 441 pour faire la moyenne. 441, et là on a 47 ohms. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une petite bosse, ouais. 47,6, SWR 1,058, donc on est bon. Perte d'insertion 0,33 décibels. Donc on est pas mal, on est vraiment. Il n'y a rien de bien méchant. Même à 900, on tourne vraiment autour de ça, quoi. On monte haut, le circuit imprimé, il n'est pas fait pour monter à 900 mégas, mais nous, ce qui nous intéresse jusqu'à 500, 600, c'est bon, quoi. Donc là, pardon. Hop, j'ai remis le truc. On était à 47,5, voilà, je suis à 47,7, ouais. C'est pas dramatique. Perte d'insertion, là, on a 0,03. Donc on a une petite perte d'insertion, mais ça, c'est normal, ça prend un peu d'énergie. Il n'y a rien qui est parfait. De toute façon, c'est normal qu'on ait ce genre de truc. Mais dans l'ensemble, c'est pas mal, quoi. Puis là, on peut faire le redescendre 144 mégas, bon bah 49,5, perte d'insertion 0,03. Et là, il n'y a pas l'appareil.
Et dans l'ensemble, c'est pas mal, quoi. Et là, si je monte... 620, 42, on n'est pas bon là. Donc il y a bien le câble qui fausse les mesures. Donc on peut même considérer que lui doit monter beaucoup plus haut, quoi. J'ai considéré qu'il était fiable jusqu'à 600, mais je pense qu'on doit pouvoir monter haut. Voilà pour les essais de mesure de l'impédance du module. Et puis on va voir ce qu'on peut faire avec ce petit module-là. Donc voilà deux schémas, enfin 3 schémas même. Les 2 premiers que l'on voit ici et là, ce sont les schémas d'appareils commerciaux. Donc sur celui-là, c'est un IC275 de chez Ecom, et lui un IC475 de chez Ecom. Ces appareils de souvenirs, ils sont sortis dans les années 80 ou 90, je ne sais plus. l'IC271E, moi j'en avais un en début des années 80, et le 275, bah c'est la suite. Donc il existait en 3 versions. Moi j'avais un 271 en version E qui faisait 25 watts, et que ce soit le 75 ou le 71, la version H, c'était en version 100 watts. Donc le 275 c'est VHF et 475 c'est UHF. Donc je me suis, pour faire mon module de mesure, dont le schéma est ici, je me suis donc inspiré de tout un tas d'appareils commerciaux, ce qui est le plus fiable, quoi, parce que des montages des fois amateurs, on trouve des trucs un peu bizarroïdes, qui sont pas vraiment fiables, donc j'ai préféré avoir quelque chose de fiable quand même. Les constructeurs, ils n'ont pas droit à l'erreur en général, donc ils veillent à ce que ça fonctionne correctement. Donc je me suis beaucoup documenté, je me suis fié sur différents montages, plusieurs marques. Et là, je me suis intéressé à ces deux-là parce que ces 2 appareils, en fin de compte, sont identiques sur la conception, sauf que la fréquence n'est pas la même. Et sur ces modules que l'on voit en VHF ou UHF, la platine, en fin de compte, le circuit imprimé de ces 2 modules est totalement identique, à part, au niveau des mesures de puissance, à part la commutation. Sur la VHF, c'est fait avec un relais, et sur l'UHF, c'est fait avec des diodes PIN. Donc on les voit là, ici, là, et il y en a même une ici. C'est-à-dire que le principe, c'est qu'on balance du jus, qu'on passe en émission, les diodes, elles, deviennent conductrices, donc la HF qui vient d'ici passe, et s'en va par là. Mais en même temps, le courant qui alimente ces 2 diodes, qui les rend passantes, rend aussi passantes ces diodes-là. Puis il y a celle-là qui, en plus, moi j'en ai pas, j'en ai une là, une là. Mais rend passante ces diodes-là, ce qui fait que ici, ça se retrouve à la masse. Là, c'est la réception. Donc ce qu'on a ici, ce condensateur-là, cette self ici, et ce condensateur-là, en réception, il se comporte comme un filtre passe bas. Donc une fréquence qui est même plus élevée que ce qu'on a besoin. Mais le principe, c'est le but, en fin de compte, c'est de faire une commutation, quoi. Donc lui, il fait un filtre passe-bas, tant qu'à faire. Donc il va supprimer bien sûr des harmoniques et tout ça, tant qu'à faire, on filtre en plus. Donc lui, filtre passe-bas en réception. Et quand on passe en émission, les diodes deviennent passantes. Donc en réception, oui, le signal vient comme ça, voilà, et puis il passe par là. Donc en émission, le signal passe par là, la tension de commutation passe ici, chante donc ce condensateur-là, ce qui fait que ce condensateur-là et la self que l'on voit là, se comportent en circuit bouchon, elles se retrouvent en parallèle, donc ça fait un circuit bouchon qui empêche que la HF passe par là. Donc l'impédance de l'ensemble devient très élevée, et la HF ne peut pas passer. Ici, on a en théorie 50 ohms, donc là, le signal, il va aller là et pas ici. Et si malgré cela, ça arrive à passer, les diodes, elles sont à la masse, donc ce qui fait que la HF ira directement à la masse, et n'ira pas côté réception pour tout détruire. Voilà le principe de la commutation. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ça et ça. Donc moi, mon module, j'ai voulu le faire polyvalent, de manière qu'on puisse avoir un module VHF et UHF identique sur les 2 modules PA à la sortie, pour éviter 50 trucs. Voilà, donc de faire quelque chose de polyvalent. Donc ça tombe bien parce que ces 2 montages, en fin de compte, sont exactement pareils. Sur le circuit imprimé, ont la même forme, les pistes ont les mêmes longueurs pour les mesures, sauf que ce qui change, c'est tout ce qu'il y a avant, quoi. La commutation dont je viens de parler. Mais toute cette partie-là,
et même les sorties, donc ces lignes-là, elles sont totalement identiques. Voilà, sauf qu'il y a, comme on peut le voir, là un condensateur ici et là sur la partie UHF, alors que là, il n'existe pas. Et moi, les condensateurs, c'est là. Donc moi, quand j'ai vu ça, je me dis, tiens, s'il y a des condensateurs, c'est peut-être qu'il y a une raison. Bon, moi, je ne suis pas électronicien, mais je me dis, s'il y a quelque chose là, autant le prévoir. C'est ce que j'ai prévu. Et j'ai bien fait parce que c'est hyper important pour l'UHF. Après, il y a la valeur des résistances. Alors là, par contre, moi, honnêtement, j'étais un peu au pif. Je me suis rapproché de 50 ohms. 51, j'ai mis 56. Parce que sur d'autres montages, je me suis aperçu que si on descend un peu trop bas, ça peut jouer avec le reste. On descend même trop bas en impédance. Donc j'ai mis 56. Mais si on regarde bien, là, il y a 68 pour l'UHF. Et là, 82 pour comment ça s'appelle, pour la VHF. Donc quoi mettre au début, j'allais mettre ça, je ne savais pas trop. Puis j'ai regardé sur d'autres montages où carrément on a des valeurs même inférieures à 50 ohms. J'ai vu du 25 ohms ou 24 ohms, un truc comme ça. Donc moi je me suis rapproché de 50 ohms, ce qu'on trouve à peu près de manière classique sur beaucoup d'appareils. Voilà, donc bien sûr il faut que d'un côté et de l'autre il y ait exactement les mêmes résistances si on veut avoir un truc cohérent. Donc que dire? Concernant ces résistances au début, moi j'ai mis des 1 kg, parce qu'ici on a des 1 kg, qu'on retrouve ici, là, on les retrouve aussi là et là, mais avec, là ici on ne la voit pas, mais avec cette résistance de 2,2 kg, ça fait qu'on a un tiers de la, 2 tiers de la tension ici qui est par rapport à ici. Voilà, là on a 4 volts. Si on descend un peu, il y a des mesures qui sont faites un peu plus bas, que je me souvienne. Là, on est à 2 volts 8. Voilà. Donc, on divise la tension qui est mesurée ici, quoi. Moi, j'ai mis aussi des 1 volt, des 1 kg, pardon. Et moi, bon, bah, j'ai pas cette résistance, mais j'ai un potentiomètre ajustable de 10 kg. Avec le vumètre à aiguille, je me suis aperçu que ça décollait pas assez. Donc, j'ai remplacé les 1 kg par les 220. Pourquoi 220? Tout simplement parce que ces deux modules que l'on voit là, c'est les versions H pour du 100 watts, qu'on peut le voir, 100 watts, 50 watts. Et sur les versions 25 watts, les résistances, c'est des 220 ohms. Et sur ces appareils, en fin de compte, de souvenir, j'ai pas l'image en tête, mais de souvenir, c'est les vumètres à aiguille. Et ce qui fait qu'en fin de compte, ça joue énormément sur le courant, bon, bien que ça passe après par des... quoique non, je dis une bêtise, parce que ça passe par exemple plus opérationnel. Mais sur mes essais que j'ai fait avec mon jumette à aiguille, il y avait beaucoup d'influence, il n'y avait pas assez de courant, en fin de compte, pour le galvanomètre, quoi. C'est directement influencé, les aiguilles sont directement, comment ça s'appelle, le mouvement des aiguilles est directement influencé par le courant qui passe dans l'électroaimant du galvanomètre qui va faire bouger l'aiguille. Donc il faut quand même un courant minimum. Mais là, avec une valeur de 1 kg, c'était pas suffisant. Donc je suis passé à 220. Et de toute façon, j'ai 10 kg, donc là, j'ai vraiment de la marge. Là, de cette façon, ça fait quelque chose de très polyvalent. Voilà, que dire d'autre? Bon, bah, après, c'est classique. Il y a des choses que j'ai trouvé un peu bizarres. Là, sur le UHF, on a un anneau. Donc moi, j'ai mis des 1 anneau. Hop, ici et là. Donc on les retrouve là et ici. Donc un anneau. J'ai mis là. Par contre, ici, c'est de 220 pif. Pourquoi? Je ne sais pas. Les valeurs des résistants, bon, bah, elles changent. 82 à 68. Pourquoi? Je ne sais pas. À mon avis, il y a une influence avec la longueur des lignes. HF, c'est pas trop... On s'en rend pas compte, quoi, sur le 27 mégas, 28 mégas, tout ça, on se rend pas bien compte. Mais VHF, UHF, ouais. VHF, ça n'a peut-être pas trop d'influence, mais apparemment, en UHF, ouais, ça joue beaucoup. Mais par contre, ça, 200, je ne sais pas. Je n'ai pas bien compris. Enfin, le principe, bon, bah, c'est le même. Donc, concernant que dire d'autre? Bon, bah là, on filtre. Comme j'avais dit, les diodes Zener sont là pour attaquer un module Arduino, si on le désire. Donc, on va limiter volontairement la tension pour pas tout faire cramer. Parce que là, effectivement, on peut monter très haut. Donc là, ça va limiter. Les diodes
des 41-48. Au début, ça m'a paru un peu bizarre d'utiliser ça, mais en fin de compte, non. Ces diodes-là sont très bien parce qu'elles ont une capacité qui est d'un picot, un picot 2 à peu près, un truc comme ça. Donc en fin de compte, pour de l'UHF, bah, ça va très bien. La tension, bah, on pourrait dire, ah, pourquoi pas du germanium? Bah non. On a une tension qui est assez élevée, donc on passe bien au-dessus de la tension de la chute de tension qui est générée entre la cathode et et l'anode de la diode, donc ça passe. Même là, encore une autre chute de tension, mais de toute façon, là, vu que ça génère assez de tension pour le reste, bah, ça suffit, quoi. Après, c'est histoire de courant si on attaque directement un galvanomètre. Donc pour nous, pour le projet, nous, on va attaquer directement l'Arduino, donc là, on n'est même pas inquiété. 10 kg, c'est très bien qu'on se retrouve avec le même principe que pour le DK2. Voilà pour les présentations du schéma. Hop, bah c'est parti pour les essais. Donc là, je me suis mis en UHF. Donc c'est dans le pire des cas, VHF, bon bah c'est trop facile, hein. Donc carrément on passe à l'UHF directement pour voir ce que ça fait. Donc là je suis raccordé sur antenne top 13 extérieure, sinon top 13 qui est pour la VHF, mais qui fonctionne aussi pour l'UHF, quoi. C'est 3 fois la fréquence, donc on est en plein dessus, dessus. 3 fois la fréquence du 2 mètres. Donc c'est à peu près quoi. Donc c'est bon, il y a le taux, il est excellent. Voilà. Donc, ça fait plusieurs lobes en UHF, mais bon, ça dépend, ça évite d'avoir 50 antennes. Et puis vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde en UHF, à part sur les relais, bon, et encore. Voilà. Donc là, antenne top crest et le TOS normalement est nickel, quoi. EROS. Par contre, bon, bah lui, je l'ai réglé à l'arrache, hein, les réglages, ils sont derrière. Ici, si on les voit. Donc là, je l'ai réglé un peu pour histoire de voir que c'est pas réglé de la bonne manière. Je connais pas exactement la puissance du Baofen. Il y en a qui disent ça fait 10 watts, d'autres 8, donc on sait pas trop. Donc là, bon, bah, j'ai fait comme si ça faisait 10 watts autour, quoi. Donc c'est pour ça, si je passe en émission, bah, je suis même un peu au-dessus. C'est pas grave, c'est histoire de voir ce qui se passe. Donc là, l'antenne est très correcte. Donc la puissance maxi, puis bon, bah, le galvanomètre n'est pas terrible non plus. Maintenant, je vais passer avec l'antenne du Baofen, mais raccordée comme ça. Donc on va rester sur l'UHF, parce que j'ai fait l'essai en VHF, mais si je simulais un plan de masse avec ma main, en VHF ça suffit pas. Par contre en UHF c'est bon. Donc on va voir tout de suite directement ce qui se passe en simulant le plan de masse et en me décollant du plan de masse, quoi, de créer volontairement des ondes réfléchies. Voilà, donc le temps de faire la manip, et je reviens. Hop, voilà, donc là c'est pas idéal, c'est raccordé comme ça. C'est en volant, mais bon, bah, c'est simplement pour faire des essais, voir si c'est réactif. Donc là, je vais mettre la main comme ça sur le connecteur SMA pour simuler un plan de masse. Et là, pas de souci, pas de problème. Maintenant, si je lâche tout, hop, on voit que le ROS apparaît. La puissance diminue forcément parce qu'il y en a qui revient en réfléchi. Hop, donc là, oula, je suis un peu loin là. Voilà. Donc là, bon, bah, c'est pas non plus idéal, hein, en volant comme ça. Il y a des pertes, il y a un peu de tout. Mais on peut voir si je lâche. Voilà, donc les valeurs, elles sont fausses, bien sûr, c'est pas étalonné. Donc là, le principe, c'est surtout de voir si ça fonctionne ou pas correctement. Voilà pour les essais. Donc voilà pour les mesures. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce petit module? Bah, plein de choses. À la base, je l'ai conçu pour les PA VHF UHF, du projet VHF UHF. Mais j'ai conçu aussi pour qu'il soit polyvalent. Donc on peut, comme je l'ai dit, faire un petit appareil de mesure externe pour des essais d'antenne, si on est en mobile, voilà, ou pour le labo, faire ce qu'on veut, quoi. Et donc aiguille croisée ou aiguille simple. Par exemple, on peut prendre un petit appareil comme ça, qui coûte pas cher, un appareil de CB, tout simplement, et puis la partie interne, eh ben, on la remplace par ce petit module pour le convertir
en appareil VHF ou UHF. Voilà, c'est tout bête, il y a la place, on peut le... Ça passe juste en plus, si vous regardez bien, hop. Donc on peut même souder directement pour l'UHF, pas de trop, quoi. Il sera peut-être préférable d'utiliser des connecteurs SMA et puis comment ça s'appelle, des connecteurs adaptateurs. Donc d'un côté des fiches pour l'UHF, des fiches N d'un côté et SMA de l'autre côté. Ça existe, il suffit de virer tout ça et puis de mettre à la place. Et puis voilà quoi, on met ça à la place. On va même pu refaire, on va même refaire la plaque pour fixer directement les connecteurs N. C'est faisable aussi quoi. Donc on peut se fabriquer un petit appareil comme ça. Donc il suffit ça pour le remplacer. Bon après il faut étalonner. On peut aussi, comme moi c'est mon idée, j'avais déjà commencé à faire ce boîtier. C'est avec celui-là que j'ai fait tout à l'heure. Mon idée c'est que l'intérieur, désolé c'est pas de la super qualité. Mon idée c'est de mettre plusieurs modules, donc 2 de ce type, un pour l'UHF, un pour la VHF, et 2 autres. Donc j'ai essayé ce module pour le 50 mégas, ça va pas, c'est trop juste. Quoique ça pourrait le faire, mais la piste est un peu juste, quoi. Donc on peut compenser, quoi. Ça peut le faire. Par contre, pour le 28 mégas et le 27 mégas, ça va pas du tout. Donc mon idée, c'est d'en concevoir un, non pas de 50 par 50, mais de 50 par 100, c'est-à-dire le double. J'ai même pensé mettre 2 modules bout à bout, soudés bout à bout, et puis prendre les infos, mais je pense que là, ça va être un peu un petit appareil, c'est un peu curieux, parce qu'il faut récupérer les pistes ici, il faut souder sur l'autre, donc autant refaire un truc propre, quoi, ça sera plus propre. Donc pour le 12, 11, 10 mètres et 6 mètres, donc de 24 mégas, ou même un peu en dessous si ça veut bien le faire, pour aller jusqu'à 50 mégas, et puis un autre avec des tors pour la chef. Comme ça permettrait d'avoir un appareil qui couvre de 1 méga à 600 mégas, avec le même afficheur, avec le même écran à aiguille, là, le vumette à aiguille. Donc mon principe, moi, c'est que ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris une idée d'appareils commerciaux. C'est qu'ici, en noir, et là, on ne voit pas trop. Si j'aime pas prendre un tournevis, pour tout casser, ici, là, et là, c'est des petites diodes 1N4148, comme ici, et là. Et celles-là, c'est des diodes anti-retour. Ce qui fait que on peut connecter plusieurs modules en parallèle, c'est-à-dire qu'on relie tous les sorties directes forward ensemble, et puis reflected ensemble, et ramener à lui, quoi. Et de cette manière, on peut avoir des réglages séparés pour chaque module plus précis. Et ces diodes anti-retour évitent que ça fausse tout, quoi, qu'on fausse toutes les mesures. Ça permet aussi d'avoir déjà des connecteurs séparés. Par exemple, UHM, il y aura deux connecteurs N. Pour le module VHM, il aura ses propres connecteurs aussi, des SO 259, si je ne me trompe pas. Pour de 12 enfin pour les autres, ouais, pareil, quoi, ça sera du SO. Et donc, mais chacun leur propre connecteur, de manière à ce qu'en fin de compte, l'appareil, si besoin, et si on fait de la construction amateur, lui, il reste fixe. On raccorde toutes les antennes et on n'y touche plus. Et dès qu'on passe en émission sur l'un DTX, systématiquement, comment ça s'appelle, on verra l'aiguille s'afficher. Après, là, ici, il suffit de sélectionner le calibrage, les puissances. Donc, grande puissance, petite puissance. Donc, lui, il n'est pas terrible, il va jusqu'à 10 watts. On existe qui sont des affichages avec 300 watts, et lui, il n'est pas la qualité, déjà, qu'on voit, ça tombe tout seul. C'est pas terrible, donc à refaire. Il y en a des plus chouettes que ça. Mais on peut aussi, donc, comme je l'ai dit, utiliser des barres graphes. Par exemple, un bar graphe pour le direct, pour la puissance directe, un bar graphe pour les retours, donc le reflected, et un autre bar graphe pour le taux d'onde stationnaire. C'est-à-dire que c'est la différence entre les deux qui va nous donner un taux comment ça s'appelle, le TOS, quoi, en fin de compte. L'affichage du TOS, au lieu de le regarder, de faire le croisement, on pourra faire la lecture directe. On peut aussi utiliser un Arduino, tout simplement. Moi, j'ai des diodes
Zener ici, que l'on voit. J'ai placé des diodes Zener ici et là de 4,7 comment ça s'appelle, volts. Tout simplement parce que le VFO de l'appareil VHF-UHF, ça va être le même que le DK2. Donc le 14HF DK2, ça va être le même principe que l'autre, que le VU, quoi. Donc on reprend exactement les mêmes choses, quoi, sauf que la partie HF, ça sera remplacé par la partie VHF, UHF. Donc comment ça s'appelle, les mesures reviendront au même endroit. Donc il y aura les deux modules VHF et UHF de mesure seront bien sûr reliés ensemble et iront directement à l'Arduino. Après, bon, bah, il y a plein de types de DOSMET à base d'Arduino, donc ce petit module est totalement polyvalent. Donc on peut en construire un soi-même pour un petit appareil qu'on veut faire soi-même, ou modifier un appareil de CB, qui coûte pas très cher, ça, à 15 € je crois on en trouve, et puis on met ça dedans. Et ça, il y a la place, ça passe nickel. C'est pile poil, on peut le tourner dans tous les sens, ça passe. Donc c'est voilà quoi, c'est un petit module. J'ai pas assez de main du coup. Donc avec ce petit module, on peut faire tout un tas de choses, quoi. Voilà pour les présentations. Bah, ce petit module est validé. Et bah, quand j'aurai fini l'appareil, bah, je reviendrai vous voir. Mais en attendant, j'ai encore beaucoup de choses à faire, surtout de terminer ce qui est en cours. Voilà. Et ben rendez-vous pour la suite. 73 à tous.